14. À la hauteur de la table, Bonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts. Alors cette semaine, nous allons passer en revue l'actualité. On va parler de policiers, de congés pénitentiaires, de radicalisation, de déradicalisation, de canal, de cigarettes, etc., etc. Pour analyser et commenter tout cela, nous aurons 2 invités politiques et 4 experts. On commence par une experte, Julie Frère, qui porte haut la parole de Testacha. Bonjour. Bonjour. Marcel Sel, qui porte haut sa propre parole. Pas seulement la mienne, bonjour. Marianne Suzny, auteur à 16 heures et philosophe le reste du temps, bonjour. Bonjour. Et Mathieu Ladevez, qui est responsable de l'édition Bruxelles de l'ADH, bonjour. Bonjour. On commence avec cette sauvage attaque terroriste à Liège. 2 policières et un étudiant victime d'un braqueur toxicomane radicalisé. Les policiers se sentent en danger. Alors, une des 2 policières avait en fait passé 6 ans dans la zone Montgomery, plus précisément Woluwe Saint-Pierre. On lui a rendu hommage ce vendredi matin. Un geste de soutien, une accolade. Pour ces policiers qui ont travaillé avec Lucille Garcia, l'émotion est palpable, la douleur immense. Un énorme choc, surtout que c'est son collègue avec qui elle travaillait d'habitude qui m'a avisé. Le moment même, quand j'ai entendu qu'il y avait des incidents à Liège, des tirs, des policiers abattus, je lui avais envoyé un message, sans savoir qu'elle était impliquée. Le sourire, le visage lumineux, comme sur cette photo, c'est ce qu'ils retiendront d'elle. Une joie de vivre communicative, une vraie empathie. C'est dur, mais c'était vraiment, comme je dis, une collègue formidable, une maman formidable. Tout le monde l'adorait. Je vous dis, mon collègue le disait, même encore dans la rue, maintenant, il y a 2 jours, on passait dans la rue et même les gens se souviennent d'elle. Lucille Garcia a travaillé pendant pratiquement 6 ans dans la zone Montgomery avant d'être affectée à Liège. Elle y a noué des liens indéfectibles. Ce métier particulier, intense, crée entre les membres d'un corps de police un esprit de corps très fort. Je suis en fonction depuis 27 ans, je l'ai toujours constaté. Ce drame rappelle aussi la difficulté du métier de policier, dans un contexte terroriste où la vigilance doit toujours être de mise. On doit tout le temps se méfier. On devrait logiquement avoir des yeux dans le dos et ce n'est pas toujours possible. Et c'est vrai que, comme on dit, il y a cette routine et c'est là qu'il faut faire attention. Voilà, mais c'est vrai que ça a changé. Ça a changé depuis les attentats. Notre vie en tant que policier a changé, que ce soit pour nous, mais aussi pour notre famille. Protéger et servir reste leur devise. Lucille Garcia l'a payé de sa vie. Ses funérailles auront lieu mardi. Alors Julie Frère, une réaction par rapport à toutes ces problématiques policières de la semaine? Mais écoutez, je pense que ce qu'on peut certainement tous dire et qu'on ressent tous, c'est une grande tristesse par rapport à ce qui s'est passé. Et effectivement, je pense qu'il y a un grand changement depuis les attentats. On voit que on a plus de policiers, on a des militaires aussi dans les rues. La fonction, le rôle même de la police a changé depuis ces événements qui jusqu'alors étaient des événements très lointains pour nous. Et donc je pense qu'effectivement pour ces policiers ça doit être extrêmement compliqué de s'adapter à ces nouvelles circonstances et qu'on ne peut que les soutenir dans leur travail et malheureusement en l'occurrence présenter les condoléances pour ce qui s'est passé à Liège. Vous Marcel Sel? Moi c'est le temps. Donc ici, effectivement, on a une grande émotion. On a eu la même émotion, mais dans l'autre sens, dans le cas de la petite Mauda. Et on n'a pas pris le temps de recueillir l'information, d'attendre que les enquêteurs arrivent à une conclusion ou à un début de conclusion, qu'on a tout de suite lancé des accusations dans toutes les directions. Ce qui s'est un peu moins fait ici, bien que quand même Koen Geens a été attaqué par sa propre majorité au Parlement. Mais voilà, je crois que on a besoin de prendre plus de temps. Le public a besoin d'avoir plus de temps pour faire son deuil quelque part et pour gérer son émotion. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Marianne Suzny. Le temps est devenu un luxe, effectivement, et c'est vrai que les derniers événements très rapprochés donnent des émotions parfois contradictoires.
et que le policier ou la policière en fonction, finalement, on a du mal à le prendre dans sa représentation parce qu'il est à la fois la victime sacrifiée, le héros ou la héroïne, celui ou celle qui se plie en quatre pour faire son travail, et puis il est aussi celle ou celui qui obéit aux ordres parfois dont on ne sait pas très bien, enfin où on sait trop bien d'où ils viennent et on sait parfois ce que ça veut dire aussi obéir aux ordres. Et puis enfin parfois je pense que dans une société qui n'a jamais été aussi divisée, atomisée, alors qu'on parle tellement de vivre ensemble, mais parfois ils sont un peu aussi laissés à eux-mêmes et à ce moment-là ils peuvent être capables du meilleur comme ils sont capables du moins bon, du pire. Mathieu Ladevez. Donc sur le décès des deux policiers lors de l'attaque à Liège, moi j'ai plutôt tendance à penser qu'on est plutôt dans l'ordre de la fatalité, ça peut arriver à tout le monde, de se trouver au mauvais moment, au mauvais endroit. On parle moins du petit garçon, du jeune homme, du jeune étudiant qui, si sa maman n'avait pas calé, aurait peut-être été encore en vie aujourd'hui. Donc voilà, les forces... Les policiers étaient visés quand même très clairement. On est d'accord, police donc ce que était je voulais visée. dire, ce qui représente le pouvoir public ou la force publique, évidemment, est une cible première, mais on est tous des victimes potentielles demain, on est à l'abri, on n'est plus à l'abri, il faut le savoir, donc ça c'est important. Après, je pense qu'il faut quand même distinguer Maouda et l'attentat, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Je pense que dans l'affaire Maouda, l'enquête va vraiment, enfin il faut absolument prendre le temps de l'enquête, je rejoins Martial Selle, il ne faut quand même pas qu'il traîne non plus. Parce qu'il y a des zones d'ombre qui sont totalement inexplicables. On a entendu la défense de Maître Kennes hier, qui ne fait pas la clarté sur tout, loin de là. Au contraire, ça pose encore plus de questions. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une sacrée bavure du côté de la police. C'est un sentiment. Des choses qui ne sont pas expliquées. On ne tire pas sur une voiture ou sur un véhicule comme ça dans une course-poursuite. Il n'y a pas de procédure. Il faut demander à la police. Il n'y a aucune procédure dans le cas d'une course-poursuite. Comment on fait? Comment se fait-il qu'une camionnette avec 28 personnes à bord puisse rouler à tombeau ouvert pendant 1 heure? Il n'y a pas eu de barrage, il n'y a rien eu fait, donc il y a des consignes contradictoires qui ont été données ou pas de consignes. Il y a des zones d'ombre qui, à mon avis, doivent être éclaircies, mises sur la table et en tirer les leçons assez rapidement. J'entends Koungens. Terminer là-dessus parce que... J'entends Koungens qui s'est fait fort allumer cette semaine sur cette affaire-là. C'est Yambron qui doit être attaqué. C'est ça qui est surréaliste. Je pense que c'est le ministère de l'Intérieur et le travail de la police qui pose problème. C'est pas le fait... Je trouve que c'est assez compliqué. On aura l'occasion de parler des deux, parce que c'est pour ça qu'on va d'abord parler de police, et ensuite on parlera des prisons et du ministre Gates. Mais je propose que nos deux invités politiques nous rejoignent à présent. Il négociera en 2014 à la hauteur de la table. Alors nous avons Arnaud Pinsteren, député bruxellois écolo et coprésident d'Écolo Bruxelles. Et à ses côtés, Benoît Sorex, chef de groupe CDH au Parlement bruxellois et bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. On va commencer par vous, Benoît Sorex, puisqu'en fait, donc, Lucille Garcia, cette policière liégeoise, a travaillé presque 6 ans à la mobilité au commissariat de Woluwe-Saint-Pierre. Vous la connaissiez Oui, je la connaissais, puisque en tant que bourgmestre, on était chef de la police, et donc on était en contact avec ces policiers. En plus, ils travaillaient juste derrière l'hôtel communal, donc... j'ai immédiatement été voir, après avoir appris la triste nouvelle, l'ensemble des équipes, et on l'a vu dans votre reportage. Tous ses collègues de travail sont extrêmement marqués, parce que c'était une collègue assez exemplaire, toujours disponible, très motivée au travail, très souriante, et voilà, elle était là au mauvais moment, et c'est véritablement dramatique pour elle, pour sa famille, et pour le corps de police en général d'ailleurs, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour ces personnes qui, dans des circonstances qui sont quand même de plus en plus difficiles depuis quelques années dans notre pays, prennent ce risque pour assumer une des fonctions les plus importantes dans notre société, c'est quand même d'assurer la sécurité de notre population. C'est une des fonctions régaliennes de l'État, et ils le font avec beaucoup de courage, avec beaucoup de motivation et beaucoup de professionnalisme. Est-ce que vous avez pris des nouvelles mesures de protection de vos policiers, par exemple, suite à cela? Non, il n'y a pas de mesures spécifiques de protection complémentaires par rapport à tout ce qu'on applique déjà depuis les attentats. Et vous savez qu'on a complètement renforcé la
sécurité de nos policiers, de nos commissariats également. Donner des formations pour leur apprendre aussi à faire face à des situations qui sont des situations devenues inédites depuis quelques années, mais il n'y a pas de mesures spécifiques qui ont été prises depuis ce qui s'est passé à Liège. Alors Arnaud Pinksteren, on dit souvent qu'au niveau de la police, il y a des craintes, des menaces, des dangers, et pourtant le niveau de la menace est au même niveau que le reste de la population. Est-ce que c'est normal, ça, ou bien est-ce qu'il faudrait faire attention aussi aux policiers, comme on fait attention, par exemple, aux institutions juives qui sont mieux protégées que d'autres institutions? Mais je voudrais peut-être aussi exprimer tout le respect et toute la reconnaissance qu'on peut avoir pour le corps de police et pour ces deux agents qui sont tombés au service de la population. Ces personnes risquent leur vie tous les jours. En fait, on oublie sans doute que c'est leur réalité quotidienne. Et c'est vrai que votre reportage met bien en évidence la pression qui pèse sur leurs épaules, plus que jamais. Une pression par rapport à leur propre vulnérabilité dans un contexte terroriste, mais aussi une pression, et on y reviendra sans doute, une pression politique sur des objectifs à atteindre en matière notamment d'immigration et de lutte contre l'immigration. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'il y a sans doute une formation, une attention particulière à avoir pour les policiers, qui doivent être encore plus sur leur garde que jamais, mais ils doivent rester, ils doivent absolument rester aussi disponibles et au contact direct de la population. La police de proximité, c'est vraiment la base du métier de policier. Et donc, j'ai parfois un peu peur que par des mesures qui finalement tenteraient et viseraient à les protéger, ce qu'on peut tout à fait comprendre, finalement, on les couperait de la population et ça aurait finalement un effet contre-productif en termes de sécurité collective. Donc c'est à ça qu'il faut être attentif, selon moi. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, toutes les mesures qui ont été prises ne visent pas à diminuer la présence des policiers sur le terrain. Au contraire. Pour le moment, non, mais je répondais à la question. La question, c'était est-ce qu'il faut aller plus loin, effectivement. Et on peut peut-être directement s'embarquer vers l'autre partie de la question, c'est les opérations policières. On a vu dans le cas de Maouda, est-ce que là, on se rend compte que ces opérations policières sont, oui ou non, manipulées par une idéologie politique quelconque, Benoît Serex? Puisque c'est ce qui était un petit peu dit, notamment par Écolo. On écoutera Arnaud Pinksteren là-dessus. Oui, ben écoutez, moi, face à ce genre de situation, moi je ne vais pas crier avec les loups. Je pense qu'il faut vraiment attendre les résultats de l'enquête judiciaire. Je l'ai entendu tout à l'heure, un de vos experts disait il y a eu toute une série de versions dans le cadre de ce dossier, et c'est vrai, moi j'ai tout entendu. Et donc, attendons, il y a une enquête judiciaire, attendons les résultats. Et je vous avoue que j'ai été complètement dégoûté par les paroles de Bart De Wever au sujet de ce qui s'est passé avec sur la responsabilité des parents. Sur la responsabilité des parents. Moi, je veux dire, cette récupération politique, quelle qu'elle soit, mais particulièrement celle de M. De Wever en l'espèce, moi, ça me donne envie de vomir. Je ne fais pas de la politique pour ça. Je trouve ça vraiment lamentable. Et attendons les résultats de l'enquête, et puis on verra bien quelles sont les responsabilités, et à ce moment-là, voir quelles sont les dispositions. Et la réactivité d'Écolo là-dessus, ça vous a choqué? Écoutez, moi je ne suis pas de ce genre-là, en tout cas, par rapport à des événements qui sont aussi intenses, qui touchent à l'émotionnel de la population. Moi, j'ai pas envie de surfer sur les émotions. Je ne fais pas de la politique pour ça, mais chacun assume ses responsabilités. Est-ce que vous surfez sur les émotions chez Écolo? Alors, je voudrais d'abord dire que moi j'ai une petite fille de 2 ans, et quand j'ai appris ce drame, j'ai d'abord pensé à ma petite fille et à cette petite fille. Et donc, oui, les émotions, je suis désolé, mais les émotions, elles font aussi partie de ce qu'on est. Et sans émotions, on n'est pas des êtres humains, on ne peut pas faire de la politique. Donc, les émotions sont au cœur de notre façon de voir le monde et de le vivre, et d'essayer de l'améliorer et de le rendre meilleur. Et donc, quand intervient la raison, émotions. Et donc, la question et le positionnement qui a été pris assez vite, mais qui est rejoint même par l'avocat du policier hier dans la presse, c'est que les policiers sont sous pression, mais aussi sous une pression politique qui veut du résultat, qui demande et qui criminalise l'immigration, qui considère que essayer d'échapper à son destin dans son pays d'origine, c'est criminel. Et donc le problème, c'est celui-là, c'est qu'on donne des missions à des policiers qui sont parfois pas toujours formés pour cela, ils sont en sous-effectif également, et on leur fait faire des choses qui, selon moi, sont effectivement de nature à
d'une nature idéologique, clairement. Marcel Serre. Oui, mais enfin, ici, on est dans un cas où on n'est pas de nature idéologique. On a des gens qui viennent de France, qui passent par notre territoire pour aller clandestinement au Royaume-Uni, en allant parfois, dans ce cas-ci, c'est pas le cas, mais en allant parfois jusqu'à agresser des camionneurs, qui se retrouvent avec... Vous avez un chauffeur avec 30 personnes derrière qui heurte des voitures, qui aurait d'après heurté. Oui, donc je veux dire, ça l'enquête le dira. Oui, mais l'enquête le dira dans les deux sens. Oui, Jean-Jacques, c'est ça. Oui, mais là, vous êtes en train de partir déjà dans l'idée que il y aurait une force supérieure qui aurait quasi donné des ordres. Monsieur Sell, je me base sur ce que l'avocat du policier a dit encore hier dans les colonnes d'un journal, en disant qu'effectivement, il se désolidarisait complètement, il se distanciait complètement des propos de notamment Bardewever qui sont, à la ligne. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle de ça. Non, vous parlez de ça, mais c'est pas là-dessus que je vous interpelle. Il y a une vraie question qui se pose sur la pression politique qui peut être mise sur le corps de police par rapport à des objectifs qui sont de l'ordre du politique et de l'idéologie. Sauf qu'ici, on ne sait même pas s'il savait qu'il y avait des migrants. Celui qui a donné le coup de feu, c'est même pas s'il savait. Donc vous avez totalement extrapolé dès le départ. On peut extrapoler, je pense, à un débat qui fait un débat de société. Donc c'est plutôt poser le débat que vous avez fait. C'est plutôt ça que vous dites. Absolument. Poser le débat à l'occasion de ce triste des dramatiques faits divers. Marianne Susny. Moi, ce qui me frappe un peu, je reviens à cette idée d'atomisation, c'est que dans les réactions, ça part en tous sens. On dit les parents n'avaient pas... Enfin bon, Bardewever, c'est la faute des parents, c'est la faute des passeurs, c'est la faute du politique, c'est la faute du policier. Moi ça me choque énormément parce que... On ne doit pas chercher de qui c'est la faute. Si, on doit chercher de qui c'est la faute, mais c'est sereinement, si on peut être serein dans ce genre de choses, mais aussi... il y a peut-être aussi une question globale, finalement, où tout se tient, d'une certaine façon. S'il n'y a pas cette politique migratoire, c'est mon avis, peut-être qu'on ne serait pas en train de se montrer les uns les autres du doigt en essayant d'isoler la faute particulière de quelqu'un. Au niveau européen. Julie Frère. Je voudrais juste souligner aujourd'hui la chronique de Béatrice Delvaux dans le Soir que je trouvais intéressante parce que on parle souvent vendredi, vous voulez dire. Oui, pardon, vendredi. On parle souvent du clivage nord-sud sur certains sujets. Ici, on a vu qu'aussi bien dans la Libre Belgique, le Soir, de Morgen et de Standard, il y avait vraiment eu un consensus sur le rejet des propos de Bardewever. Je pense que c'est quand même à souligner que sur certaines problématiques, on peut tous se mettre d'accord. Tous les recteurs d'université. Et tous les recteurs d'université. À l'époque, 70 professeurs d'université aussi sur les visites domiciliaires. Donc il y a vraiment de plus en plus de consensus des deux côtés du pays. Mathieu Ladevez, pour conclure sur ce dossier-là. Sur l'idéologie, il y a peut-être en effet une motivation idéologique du gouvernement de courir après ces migrants. Il n'empêche que nous, on a eu des contacts avec pas mal de policiers dans le cadre de ce dossier-là à la DH, et il y en a nombreux qui nous ont dit, et pas des petits, que la consigne était de les laisser filer, les migrants. Donc en gros, ça ne sert à rien de les attraper parce que déjà, ils peuvent avoir 1, 2, 3, 4, 5 ordres de quitter le territoire. Ils ne le font pas, ils reviennent. D'une part. Donc c'est les passeurs qui cherchent, en général. Oui. Ou pas. Et d'autre part, non, c'est pas ça. C'est qu'on voit une camionnette comme ça, la consigne, normalement, c'est on les laisse filer. Peut-être que M. Serex, bourgmestre et chef de la police, est au courant ou pourrait corroborer ou contredire ce que je dis. Mais en tout cas, il y a pas mal de policiers qui nous expliquent ça. Donc c'est difficilement compréhensible, ce tir. Après, il y a l'enquête le déterminant. Autre problème, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous avez une voiture avec 2 policiers qui va sur un parking pour voir un petit peu s'il y a une camionnette. Il tombe sur 10 migrants. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut les arrêter, c'est bien gentil, mais... il n'a pas les moyens humains, il n'a pas les moyens, les capacités matérielles de s'occuper de ça. Donc il n'y a pas vraiment de consigne de dire courez après les migrants, arrêtez-les, évacuons-les, parce qu'il n'y a pas les moyens policiers pour mettre ça en place. Donc alors soit il y a une idéologie qui est inapplicable, donc ça crée le chaos qu'il y a eu cette semaine, la semaine dernière. C'est assez soit il n'y en a pas. Soit il n'y en a pas et c'est le chaos quand même. Oui. Et on va passer au deuxième chapitre qui n'est pas très éloigné. C'est un peu comment ça se passe en matière de justice dans notre pays, puisqu'on a beaucoup parlé de radicalisation dans les prisons, de congés pénitentiaires à l'occasion de l'attaque terroriste à Liège. Et on en parlait dans M, c'était mercredi. Sabine Ringelheim recevait Nicolas Cohen de l'Observatoire international des prisons. Écoutez-le.
le discours qu'on cherche à avoir particulièrement dans cette période qui est à la fois extrêmement violente et une période de deuil, c'est aussi de rappeler qu'il est toujours, et il sera toujours essentiel pour un détenu de préparer sa sortie. Et donc, quoi qu'il arrive en toutes circonstances, on doit garder à l'esprit que c'est par le lien avec l'extérieur qu'on assure la sécurité de la société, certainement pas en maintenant les gens dans des cages. Et donc, rassurer la population n'est pas notre objectif, mais d'attirer l'attention sur le fait que ce cas tragique n'est pas la réalité de la situation des détenus aujourd'hui. Le congé et la permission de sortie sont deux modalités qui permettent, durant la peine, de sortir pendant une permission de sortie dans la journée ou pendant un congé pénitentiaire, de passer une nuit dehors et de revenir le lendemain. On sort 36 heures. Ce qui permet d'avoir non seulement une démarche à faire à l'extérieur et en plus de rencontrer sa famille généralement et donc d'avoir un maintien des relations familiales. Donc c'est vraiment à ça que ça sert. C'est pas d'un congé au sens commun où les gens partiraient en congé, partiraient en vacances. C'est pas des vacances. Alors, ce n'est pas des vacances, hein, c'est important de le préciser. Le ministre Gay ne s'est pas passé loin d'une démission cette semaine. Hein. Il y a pensé. En même temps, j'ai vu un chroniqueur flamand qui a dit qu'il y a 4 demandes de démission cette semaine. La semaine dernière, il n'y en avait que 3. Ça devient un peu... Mais oui, mais en même temps, c'est extrêmement compliqué parce que on a quand même un sens de l'humanisme dans notre pays, encore heureusement. Et donc, on doit essayer, effectivement, la prison sert à essayer de réintégrer les gens après. Et on ne peut pas dire toute personne qui aurait parlé 5 secondes avec quelqu'un, un islamiste, il ne peut plus avoir de congé. C'est extrêmement compliqué à gérer. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu un défaut d'alerte, dans le sens où, effectivement, 2 jours avant, c'est peu. Mais à partir du moment où on sait qu'une personne a eu des contacts relativement suivi avec un ami d'un des terroristes qui s'est fait exploser à Malbec, il ne pouvait pas sortir. Et je me demande si on ne doit pas travailler à un certain automatisme, hélas, dans ce genre de cas. Des signaux d'alerte. Oui, des signaux d'alerte qui sont... ne soient pas possibles. C'est une question. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette réflexion sur les congés? Parce qu'on voit que dans le public aussi, on a l'air de découvrir que les prisonniers ont besoin de congés pour se réinsérer. On dit que ce serait mieux d'aller tous à fond de peine et ça irait beaucoup mieux. C'est ça le paradoxe, c'est que 99,99% des prisonniers, des détenus vont sortir un jour. Et si la Belgique performe bien en matière de non-évasion, hein, on garde bien nos prisonniers en prison, par contre on est totalement sous-performant en termes de réinsertion. Donc l'accompagnement en prison est dramatique. J'ai été il y a un peu plus d'1 an visiter la prison de Saint-Gilles. Le directeur me disait à l'époque, les détenus rentrent sans diplôme et ressortent sans diplôme et avec un casier judiciaire. Et donc j'ai vraiment retenu cette phrase parce que c'est le nœud du problème. Ils sont 23 heures sur 24 dans une cellule, les bibliothèques sont fermées, il n'y a pas d'accompagnement personnalisé, donc on crée effectivement des bêtes sauvages. Il y a la télé. Oui, il y a la télé, mais allez, il faut pas BX1. Ils sont peut-être pas BX1, ça c'est un problème. L'autre problème, c'est qu'ils sont 4-3 dans des cages à poules. Enfin, je veux dire qu'il y a vraiment une nécessité d'investir. Il faut d'investir dans cet accompagnement et dans cette réinsertion, parce que sinon, le risque, c'est effectivement que finalement la prison et la case prison fassent pire que bien. Une spécialiste des Nations Unies disait vendredi, elle est passée par Bruxelles, et elle a dit que vraiment la politique de déradicalisation en Belgique, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Benoît Serec, c'est un échec? Manifestement, c'est un échec, mais pas rien que dans ce cas-là. On voit que malheureusement... pas mal, notamment de jeunes qui sont assez désemparés, assez isolés lorsqu'ils sont en milieu carcéral, eh bien, ils sont des cibles pour ceux qui prônent ce radicalisme. Et c'est sans doute, enfin l'enquête le dira aussi, mais c'est sans doute un cas ici. Et c'est vrai que depuis des années, pas que ce gouvernement, les gouvernements précédents aussi, on a désinvesti dans les prisons, très clairement, et surtout sur toute cette politique d'accompagnement, d'encadrement social, psychologique. Certains ont besoin d'un accompagnement en matière de santé mentale aussi, au niveau des détenus. Souvent condamnés d'ailleurs la Belgique. Exactement. Et c'est clair, et je dis, ce gouvernement fédéral a encore diminué les moyens. Donc,
malheureusement, à ce niveau-là... Vous dites que c'est une tendance sur plusieurs décennies. C'est une tendance sur plusieurs décennies. C'est pas très sexy, la prison, pour investir dans... Non, comme la justice. Ouais. La justice est souvent aussi, depuis des années, le parent pauvre du budget fédéral, et de nouveau, particulièrement sous ce gouvernement fédéral-ci. Et alors, on constate des cas comme celui auquel on a eu affaire ici. Mais... comme l'a dit mon collègue, c'est vrai que tôt ou tard, un détenu va sortir de prison. Hein. On n'a pas des peines qui sont des peines jusqu'à la fin de l'existence du détenu. Et donc, le travail qu'il faut faire, c'est vraiment un travail de réinsertion, de formation, d'encadrement, et ça ne se fait pas. Mathieu Ladorez. En tout cas. Par rapport à la déradicalisation, il y a des experts qui n'y croient pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que déradicaliser quelqu'un qui fait le djihad, comme ça, je pense que c'est très difficile, voire limite impossible. Donc le problème, il n'est pas dans la réinsertion. Je pense qu'ils ne sont pas réinsérables, ces gens-là, j'ai l'impression, en tout cas très peu. C'est plutôt dans le suivi et dans l'écoute, dans la surveillance et dans le suivi au plus près qu'il faut travailler. Et à ce niveau-là, c'est limite impossible, parce qu'en effet, l'état des prisons, les surveillants, il n'y en a pas assez. On ne peut pas isoler un djihadiste à vie dans une cellule sans qu'il ait de contacts sociaux avec d'autres personnes. Donc pour moi, le problème est limite insoluble. À part créer un Guantanamo, que je ne souhaite pas évidemment, mais c'était la solution ultra radicale qu'a fait les États-Unis, qui ne marche pas. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution par rapport à ce phénomène-là, et que c'est un vrai problème qu'on va garder pendant de nombreuses années en Belgique et en Europe. Une réflexion... Je ne suis pas plus spécialiste que vous de la déradicalisation, mais je lis quand même des documents de la part de spécialistes qui disent qu'il y a moyen. Il y a moyen. Mais pas dans tous les cas. Mais pas dans tous les cas. Et avec aussi un problème d'identification. Qui est radicalisé et qui ne l'est pas. Puisque c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'indices ou de signaux qui peuvent être des signaux d'alerte, mais aujourd'hui, on constate qu'on a affaire à des radicalisés, mais qui ont, dans les faits, au quotidien, un comportement que nous avons sans doute tous, et qui n'ont pas tous ces signaux d'alerte. Donc c'est ça aussi, je pense, une difficulté. Je voudrais que Marianne Susny en profite quand même pour nous faire une petite réflexion, comme elle fait ça si bien. Mais oui, prendre un peu de distance par rapport à tout ça, et d'auteur. En fait, quand même, je voudrais dire une toute petite chose aussi sur le débat. Ici, on oscille constamment entre la situation dans la prison, et la question de la déradicalisation. Et en fait, c'est parce que, en absence de bon travail pour réinsérer les détenus, fatalement, la prison est le bouillon de culture du pire, et ça avance selon l'histoire. Hein. Il y a eu les évasions, les casses, trafic de drogue, et puis maintenant, c'est des attentats. Alors, concernant le recul, moi, je voulais citer un livre d'un philosophe français qui est sorti en 1975, le livre qui s'appelle « Surveiller et punir » de Michel Foucault, qui fait partie de son grand cycle anticarcéral. Bon, c'est une période assez spécifique de l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'était quelques années avant, Michel Foucault, avec deux autres intellectuels qui n'étaient pas des moindres, qui étaient Pierre Vidal-Naquet et Jean-Marie Domenach, avait créé un groupe d'information sur les prisons. Et dans ce groupe d'information des prisons, participaient à ce groupe non seulement eux qui étaient des intellectuels, mais des magistrats, des gens qui travaillaient dans les prisons, du surveillant au nettoyeur, des prisonniers, des travailleurs sociaux, des assistants sociaux, des psychologues, des soignants, des gens qui donnaient les repas, des prisonniers, je l'ai dit, des familles de prisonniers et d'anciens prisonniers. Donc c'était vraiment pluriel. Et à l'époque, ça aboutissait quand même à certains résultats. En cette période un peu privilégiée, où en même temps, tout ça sortait de la gauche prolétarienne, du Secours Rouge, la cause du peuple. Et en même temps, on pouvait demander à la social-démocratie de prendre certaines choses en charge, ce qui peut-être aujourd'hui, c'est peut-être plus tout à fait le cas. On va passer maintenant à notre rubrique tête d'affiche. Je vais vous proposer à chacun d'entre vous une galerie de portraits. À vous d'en choisir un qui vous intéresse particulièrement ou en tout cas vous inspire. On commence par vous, Arnaud Pinksteren. Votre choix, ce sera d'abord Olivia Venet, la nouvelle boss de la Ligue des droits de l'homme devenue humain. Il y a aussi Darifa, la femme de ménage de l'atelier Léonide Ouah à Liège, qui a calmé le terroriste. L'opposant russe Arkady Babchenko, manipulé par les services secrets ukrainiens. Ou Mahmoudou Gassama, ce malien Spiderman qui a sauvé un enfant de 4 ans suspendu au 5e étage en 18e à Paris. Alors qui choisissez-vous? Olivia, Darifa, Arkady ou Mahmoudou?
Alors, je dirais, je vais en choisir deux. Il y a non. Mais alors, Darifa. Je vais dire Darifa, mais c'est un peu le même héroïsme au quotidien en fait que Mamoudou, pardon. Ouais. C'est cet héroïsme au quotidien, c'est ce sang-froid, cette réaction, cet humanisme vraiment qui pousse des personnes à agir de façon consciente, en prenant des risques aussi, mais en pensant au prochain. Moi, je trouve que c'est tout à fait admirable, et c'est d'autant plus admirable que c'est tout à fait spontané. Benoît Sorex, alors vous, quel est votre choix? Il y a le merveilleux conteur et inventeur de jeux télévisés Pierre Bellemare, disparu à 88 ans, le drôlatique agent Verhagen Pablo Andrés qui vient de passer de RTL à la RTBF, Estelle Keulemans, la nouvelle patronne de la FGTB Bruxelles, ou Maria Malibran, réhabilitée à XL, sa rue Malibran devenue rue Maria Malibran. Alors qui choisissez-vous? Pierre, Pablo, Maria ou Estelle? Moi, je vais prendre Pierre Bellemare. Oui. Parce que je trouve que c'est une grande voix de la radio. C'est quelqu'un qui a bercé ma jeunesse. Moi, je l'écoutais souvent pendant des années et des années. Et je trouve que c'est quelqu'un qui raconte des histoires de manière assez extraordinaire. Et c'est une grande perte pour le monde de la culture et le monde audiovisuel. Donc, voilà. Ça s'appelait d'ailleurs les histoires extraordinaires. Voilà, tout à exactement. Fait. Alors, peut-être moins extraordinaire, on va le voir maintenant, c'est notre séquence transparence, puisqu'avec Transparencia, on vous pose à chacun une petite question d'actualité. Arnaud Pinkston, on commence par vous. À Boisfort, le bourgmestre écolo Olivier Deleuze a été le pionnier en publiant en ligne les notes explicatives du conseil communal, mais le secrétaire communal refuse de publier les annexes publiques de ces points. Alors, est-ce que vous accepteriez d'interpeller soit la tutelle, donc la région, ou même votre collègue Olivier Deleuze pour qu'on arrive à mieux respecter la transparence, en tout cas que le secrétaire communal de Watermal la respecte davantage? Oui, alors la transparence est totalement respectée à Watermal-Boisfort, c'est-à-dire que ce qui est diffusé et mis en ligne, c'est l'ensemble des documents qui sont diffusés et qui sont en possession des conseillers communaux. Le reste des documents qu'ils obtiennent en séance ou qu'ils peuvent venir consulter, donc c'est-à-dire des plans, des choses qui sont moins faciles à mettre sous format électronique, sont consultables à la commune, et donc il n'y a aucun problème d'opacité ou d'absence de transparence. C'est simplement que le public pourrait venir les documents sont publics, c'est simplement qu'ils ne sont pas numérisés, donc ils sont tout à fait publics et ils peuvent être consultés à la maison communale. Très bien. Benoît Sorex, donc d'abord des félicitations de la part de Transparencia, c'est suffisamment rare que pour le pointer. Vous avez publié enfin, disent-ils, publié en ligne les rémunérations des mandats dérivés de la commune ou Louis-Saint-Pierre. Alors votre échevin Serge de Patoul, d'après ces rémunérations de mandats dérivés, se fait payer pour représenter la commune dans l'ASBL jumelage et partenariat. Est-ce qu'il est normal qu'il touche cette rémunération dans l'ASBL en étant aussi rémunéré pour son poste d'échevin, bien sûr? D'abord, merci à Transparencia, mais c'est pas parce qu'ils disent quelque chose que c'est la vérité. Je suis quasiment sûr à 100%. Ça, c'est pas quasiment. Non, je suis sûr à 100%. Mais là, 100%. Voilà. Bon, non, mais bon, oui. Je ne sais pas où ils ont été trouver cette donc information. C'est une erreur, alors. Je suis certain que c'est une erreur, puisque tous les mandats qui sont exercés chez nous dans des ASBL, à part celle du centre sportif et les mandats dans la CISP, les sociétés de logements sociaux, sont exercés à titre gratuit. Et cette ASBL à laquelle vous faites allusion n'y fait certainement pas exception. Alors très bien, passons maintenant à notre sujet suivant de l'actualité, c'est le diesel et l'essence qui sont en sursis. En 2030, on pourrait bien ne plus avoir une seule voiture au diesel à Bruxelles. On verra. En tout cas, c'est ce que promet la ministre Frémaux au sujet de Michel Gaillard et Thierry Dubocquet. Circulation fluide sur ce boulevard bruxellois. Les voitures roulent notamment à l'essence ou au diesel. La ministre de l'Environnement les remplacerait bien toutes par des véhicules électriques ou hybrides. Ce serait nettement plus strict que l'actuelle interdiction des vieux diesels. J'ai toujours dit une chose, la zone de basse émission est un premier pas dans une bonne direction. J'ai toujours dit aussi dans l'expression que j'ai eue à ce sujet qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait lancer effectivement ce principe d'interdiction du diesel à Bruxelles aux alentours de 2030. Interdire le diesel à l'horizon 2030 et pourquoi pas à terme les voitures essence également. Céline Frémaux assume en essayant de rassurer. Avec une étude distinguant aussi forcément la question des véhicules privés, des véhicules professionnels, comment est-ce qu'on va opérationnaliser tout ça. Et puis évidemment la question de l'essence se pose également, d'où
l'obligation qui est faite de travailler sur les alternatives. L'annonce est choc, mais dans la foulée, les autres ministres s'empressent de tempérer. Ce que nous avons décidé, c'est un objectif et une série de concertations avec les secteurs professionnels, le secteur des taxis, les organismes publics concernés, le secteur des camionneurs, etc., etc. Une concertation qui doit durer 3 mois. La Fédération des constructeurs automobiles s'attend à être appelée. Elle affûte ses arguments pro-auto. Aujourd'hui, on peut l'annoncer qu'il y a une nouvelle génération de diesel qui est appelée à débarquer sur le marché et qui va rejeter jusqu'à 10 fois moins de NOx que les mesures les plus strictes actuelles. Donc dire aujourd'hui, voilà, on va supprimer tous les diesels du marché sans faire de distinction, pour nous, c'est vraiment la fausse bonne idée par excellence. Si l'interdiction du diesel s'impose, Bruxelles suivrait la voie de villes comme Hambourg, Milan ou Rome. Si elle étend cette interdiction à l'essence, la région serait pionnière en Europe, aux côtés de pays comme la Norvège ou les Pays-Bas. Julie Frère, je vous ai vu rire quand le responsable de la FEBIAC a dit que ça allait aller beaucoup mieux, les moteurs diesel. Mais malheureusement, on est assez souvent peu d'accord avec la FEBIAC. Mais je pense que, bon, une des choses à dire, c'est que c'est pas toujours évident pour les consommateurs d'être face à une politique qui a encouragé pendant très longtemps le diesel et maintenant une interdiction éventuelle d'un véhicule qu'ils ont acheté et qui est peut-être encore tout à fait fonctionnel. Ceci étant dit, je pense que on annonce les choses suffisamment à temps, donc on est quand même dans un certain cadre on a 18 ans pour se préparer. 12 ans, pardon. Voilà, 12 ans pour se préparer. Je pense qu'aussi, c'est très complexe parce qu'on voit qu'il y a des nouveaux moteurs à essence qui émettent aussi plus de particules fines. On a aussi toute la problématique de l'électrique jusqu'à présent, mais d'où provient le courant? C'est des centrales de charbon, de gaz, nucléaire. Donc on n'est toujours pas dans une énergie qui est tout à fait propre. Je pense aussi qu'il faut tenir compte du cycle de vie de la voiture dans son entièreté, parce que produire un véhicule neuf, ça demande aussi énormément d'énergie, d'extraction de matières premières. Donc c'est intéressant de voir aussi sur la durée totale. Et puis après, là je pense qu'on le répète souvent dans cette émission, c'est qu'il faut vraiment drastiquement diminuer la circulation automobile à Bruxelles, quel que soit au final le moteur qui est utilisé ou le type d'énergie utilisée pour le moteur. Mais je voudrais quand même éclaircir un point politique avec Benoît Serex. Est-ce qu'il y a un accord au sein de ce gouvernement ou pas? Parce qu'on a l'impression, il y en a qui disent qu'il y a un objectif, d'autres qui disent qu'il y a un calendrier, et la ministre dit qu'il y a un accord. Est-ce qu'ils sont vraiment d'accord là-dessus? Il y a un accord sur l'objectif dans 12 ans. Qu'il n'y ait plus de véhicules diesel qui circulent ici à Bruxelles. On va d'ailleurs déjà entamer dès lundi prochain en commission des finances du Parlement le débat sur toute la problématique de la fiscalité automobile pour justement faire un transfert de la fiscalité augmenter la fiscalité sur le diesel et la diminuer sur l'essence et exonérer tous les véhicules au gaz ou les véhicules électriques. Donc ça, c'est déjà dès maintenant. Donc je pense que le gouvernement est vraiment d'accord sur cet objectif. Il faut laisser un laps de temps aussi, parce qu'il y a des correctifs sociaux aussi. Quelqu'un qui aujourd'hui a acheté une voiture ou l'a acheté il y a quelques années, lui demander de s'en débarrasser comme ça du jour au lendemain, c'est pas si simple que ça. Donc je trouve que se laisser un laps de temps d'une douzaine d'années, ça va dans le bon sens. Et on se plaint toujours qu'à Bruxelles, on n'ait pas de mesures suffisamment radicales, qu'on prenne toujours des mesurettes ici à la marge. Eh bien ici, tout ce gouvernement est derrière cet objectif qui est de supprimer le diesel dans 12 ans. Alors vous devriez être content, No Pinksteren, cette bonne nouvelle pour Écolo. C'est très encourageant parce qu'on a réussi à convertir une série de partis de la majorité à la question. Moi, vous dites ça. C'est précisément à vous que je dis ça, parce que c'est vrai que quand vous étiez ministre de l'économie, vous étiez le premier à appuyer sur le frein quand on voulait avancer sur ce type de mesures. Absolument. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on aille dans cette direction-là. C'est vraiment intéressant qu'on aille dans cette direction-là. Maintenant, ça va trop lentement. C'est 12 ans, c'est de nouveau une génération d'enfants qui vont grandir avec ce niveau de pollution-là. Donc je pense que nous avons effectué aussi une série de mesures au niveau bruxellois, Écolo et Groen, durant les mois de février et de mars. Et les résultats sont vraiment alarmants. Et notamment, on identifie des points noirs sur les grands axes routiers, sur les grands axes de pénétration à Bruxelles. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas tant la substitution de véhicules très polluants par des véhicules moins polluants, mais c'est moins de véhicules. Et donc comment est-ce qu'on fait ça en sachant qu'on n'a toujours pas de plan régional de mobilité et que ça ne semble pas être au cœur du projet ni de la FEBIAC ni du groupe d'experts qui a réfléchi sur la fiscalité. Alors vous voulez interdire les véhicules à moteur thermique?
Est-ce que vous voulez interdire les véhicules à essence et diesel à Bruxelles? Oui, certainement. Oui, quand? Et donc l'interdiction stricte n'est pas une solution. Il faut diminuer. Et donc il faut diminuer puisque il faut mieux partager l'espace public, mieux partager les véhicules. Mais comment on fait pour diminuer sans interdire? Mais tout simplement en mettant par exemple, on peut travailler sur les questions du stationnement, ça c'est une chose. On peut travailler sur la question des normes. C'est pas bon pour les voitures électriques. Or, peut-être qu'elles ne sont pas. Donc moi je ne défends pas les voitures électriques. Je ne défends pas les voitures électriques. Et justement, un des éléments que moi j'essaierai de mettre en perspective lors du débat lundi sur la fiscalité verte, c'est qu'on crée finalement une inéquité entre des personnes qui peuvent se payer un véhicule électrique et les autres, ce qui est un problème. Par ailleurs, on considère et on part sur les normes européennes d'émissions, alors qu'on sait très bien, et c'est toujours pas réglé, ces normes d'émissions ne sont toujours pas vérifiées par un organisme tiers, un organisme objectif. Donc, je pense qu'on doit vraiment... Et puis l'électrique... Et elles sont trop laxistes. Et l'électrique déplace aussi la pollution. Et déplace la pollution. Vous avez cité la question du coût de l'empreinte carbone, en fait, de la production de ce type de véhicule. Donc, je pense que le débat n'est pas si simple de dire on remplace un véhicule par un autre. Il faut vraiment repenser la mobilité de façon plus générale. Ça prend quand même du temps. Ça prend du temps, mais justement... Parce que, par exemple, le vélo électrique est une des possibilités publiques, je veux dire. Ce serait une des possibilités, mais c'est un investissement très lourd. Sur les trajets, par exemple, en transport en commun, je le sais, j'ai mis 1h20 pour arriver ici en transport en commun au lieu de 25 minutes en voiture. Ben, vous imaginez quelqu'un qui doit faire 5 trajets pour son... Je le conçois totalement. Il faut revoir l'ensemble. C'est pour ça que nous, on attend avec impatience le plan Good Move, parce que pour le moment, ce plan Good Move, donc le plan régional de mobilité, il est toujours en réflexion, et on pense qu'en plus, il n'intègre pas du tout la question de la santé publique, donc la question de la pollution de l'air, dans son raisonnement. Donc ça ne peut pas être qu'un plan de flux, ça doit vraiment être un plan pour une autre mobilité, mais il n'existe pas. Benoît Sorex ? Oui, moi je ne suis pas venu ici pour faire de la polémique politique avec mon voisin, mais à partir du moment où il dit que j'ai appuyé sur le frein pendant des années quand j'étais au gouvernement comme ministre de l'économie, je voudrais qu'il me cite quelques exemples concrets, mais je comprends que ça le mette mal à l'aise de voir que Mme Frémaux réalise en quelques années ce que votre ministre de l'Environnement n'a pas pu réaliser pendant 10 ans. Mais là où je suis d'accord, c'est que la mobilité doit être envisagée de manière globale. Et c'est là qu'il faut travailler à la fois sur des alternatives à la voiture. Et c'est vrai qu'on a perdu pas mal de temps. Votre formation politique est opposée au métro. Moi, je suis un grand défenseur du métro et de l'extension du métro ici à Bruxelles. C'est un des modes de déplacement les plus favorisés par les utilisateurs. J'ai déposé aussi une proposition de résolution au Parlement qui vise à permettre aux entreprises de donner le même avantage fiscal que ce qu'ils donnent pour les voitures de société dans le cadre d'une intervention dans le loyer ou dans le remboursement du prêt hypothécaire d'un employé qui habiterait près de son entreprise. C'est pour ça que je dis que le problème doit être envisagé de manière globale. Là, vous êtes d'accord tous les deux qu'il faut envisager plutôt globalement. Vous n'êtes pas spécialement d'accord sur ce qu'il faut faire. Voilà. Mais en tout cas, l'envisager globalement, là, tout le monde est d'accord. Sans doute, mais pas sur les mêmes mesures que mon voisin. Mais on a déposé une résolution sur les zones, sur faire de Bruxelles une zone 30 pour justement développer la pratique du vélo. On sait que simplement en diminuant la vitesse en fait du trafic automobile, on encourage, en tout cas, on diminue le sentiment d'insécurité et par là, on encourage les déplacements de vélo. Il faut faire plus des infrastructures et tout. Ça a été rejeté par la majorité. Et donc, c'est des choses qui sont des propositions qu'on met sur la table et qui ne sont pas de nature à fédérer, en tout cas, les énergies positives à Bruxelles. On en reparlera. On passe à notre dernier sujet. On passe à notre dernier sujet, Marianne, qui est la baignade. Oui, parce qu'on peut se baigner à Bruxelles, pas spécialement dans une piscine, mais parfois carrément dans le canal. Reportage de Martin Collier et Béatrice Broutou. Des jeunes qui plongent dans le canal à Anderlecht. Les images datent de ce week-end. Avec la venue du beau temps, l'envie y est. Pourtant, le canal reste une zone dangereuse. Le canal est en fait une autoroute pour bateaux de marchandises. Donc plus de 30 bateaux passent sur le canal chaque jour. On veut intensifier la navigation marchande pour diminuer la pression des camions dans la ville. Et donc par voie de conséquence, on ne peut pas nager parce que c'est très dangereux pour la sécurité des baigneurs. À la sécurité vient s'ajouter le risque sanitaire. Aujourd'hui, le canal sert encore de bassin d'orage. Ça veut dire que des égouts continuent de temps en temps et pas tous les jours de l'année, mais continue à se déverser occasionnellement dans le canal. Donc forcément, il y a risque de bactéries, c'est évident. Pourtant, à Bruxelles, certains plaident pour une zone de baignade en plein air. Nous voulons nager en plein air à Bruxelles. C'est possible de différentes manières. Une piscine flottante sur le canal avec de l'eau bleue et nager dans le canal. C'est aussi possible à l'étang de Nerpede ou encore dans des piscines artificielles.
Un appel qui semble être entendu par la région bruxelloise. Elle vient de commander une étude sur une vingtaine de sites dans la capitale. L'essentiel, c'est d'analyser d'une part la qualité de l'eau et la qualité bactériologique de l'eau, voir s'il n'y a pas des bactéries, on pense aux salmonelles par exemple, et puis d'un autre côté, voir la sécurité du site, voir si le site s'intègre aussi dans la ville. Des analyses qui devraient prendre fin le 13 septembre. Il faudra encore attendre avant de pouvoir piquer une tête. Alors, est-ce que Poole est cool, Mathieu Je ne pense pas que Bruxelles soit une ville d'eau, ça c'est certain, c'est une ville des beaux parcs, mais on a un canal qui, comme le disait très bien votre reportage, c'est un canal qui n'a qu'une vocation industrielle, transporter des marchandises. Je le regrette. Personnellement, je ne me baignerai pas dans le canal parce que, à mon avis, c'est bien sale. Les petites initiatives, petite piscine à l'extérieur pendant l'été, c'est sympa, mais moi je n'y crois pas. Ce qu'il faudrait, c'est des choses un peu plus structurelles et organisées. Juste un petit exemple. Donc, il y a eu le Pool School Beaux-Arts l'année dernière durant l'été. Brulabo a fait des tests. Brulabo, c'est l'organe bruxellois qui regarde un peu toutes les analyses microbiologiques. C'était un vrai nid de microbes, ce truc. Enfin, je ne me souviens plus du nombre de trucs, de saletés qu'ils ont trouvé à l'intérieur. C'était dégoûtant. Donc, ce genre d'initiative-là ne marche pas, je pense. Oui, aller dans une piscine, quoi. En fait. Voilà. Arnaud Pinksteren, vous nagez dans le canal? Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, oui. Parfois volontairement, parfois involontairement. Quand je faisais des stages d'aviron, par exemple, à Dieppe. Et donc, parfois, on tombe. Et voilà. Mais non, c'était pas en voiture, je vous rassure. Ça m'est jamais arrivé. Non, absolument pas. C'était quand j'étais un peu plus jeune. Non, ça m'est déjà arrivé dans la Seine aussi, d'ailleurs, pour dénoncer justement l'état général de la qualité de l'eau de nos eaux de surface, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. Et puis il y a le volet loisirs et agréments, et donc ça je pense que c'est quand même une question qui se pose, de se dire mais tiens, quelle est la place qu'on donne à l'eau dans l'espace public, alors que ce soit le canal ou d'autres éléments aquatiques qui pourraient agrémenter l'espace public. Je pense que là-dessus on doit essayer de généraliser, systématiser les choses. On voit à quel point par exemple la place Flagey, les jets d'eau fonctionnent quand il fait chaud. À Néo, il y a ce projet aussi dans le cadre du réaménagement du plateau du Heysel de faire une piscine à ciel ouvert, qui rétrécit à chaque fois qu'on pose la question, en termes de profondeur, qui rétrécit à chaque fois qu'on pose la question aux autorités compétentes. Mais là aussi, on se dit, l'eau est un élément d'aménagement urbain et de création de liens sociaux aussi. Donc c'est au-delà de la revendication ici, je pense que c'est aussi ça qui est porté. C'est une vision de ville, c'est une vision du vivre ensemble et comment l'eau peut y contribuer et y aider. Dans une commune comme Oulé-Saint-Pierre, il y a un peu d'eau. Oui, dans la piscine, oui, dans la piscine. dans les étangs. Oui. En tout cas, moi, je ne compte pas aller nager dans le canal. Oui, non, continuez. C'est vrai que non, je ne compte pas aller nager dans le canal. Et vous savez, ce débat-là, on l'avait déjà eu d'une manière différente lorsque Pascal Smet avait envisagé une piscine à ciel ouvert ici à Bruxelles. Il faut aussi savoir de quoi on parle. Ça a un coût considérable. Pour une durée d'utilisation, la météo est ce qu'elle est en Belgique, d'une 30aine de jours maximum par an. Et donc à un moment donné, il faut... On fait bien Bruxelles-les-Bains, finalement. S'il vous plaît ? On fait bien Bruxelles-les-Bains. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on se baigne dans le canal. Il y a des piscines privées où il y a des... Oui, non, mais vous savez, quand les pouvoirs publics, Monsieur Sels, aujourd'hui, ont à peine les moyens d'entretenir leurs piscines publiques, qu'on a une augmentation de la population à Bruxelles et qu'on n'a pas une augmentation du nombre de piscines publiques, au contraire. Moi, je préfère, parce que je considère que c'est un service public, une piscine et apprendre à nager, je préfère d'abord qu'on investisse dans les piscines publiques avant de consacrer des millions ou parfois des dizaines de millions à des projets finalement qui ne sont que utilisables pendant une partie très très restreinte de l'année. Marcel Sel ? Oui, à propos des piscines publiques, je voulais vous demander où on en est sur la régionalisation des piscines ou au moins du droit d'accès aux piscines. Puisque si on habite une commune dans laquelle il n'y a pas de piscine, on va dans la commune d'à côté, on n'a pas droit à une réduction. C'est une vieille histoire, je sais, mais où on en est là-dedans à Bruxelles ? C'est une bonne question. Alors, les piscines ont un rayonnement qui dépasse de loin celui de leur commune. Oui. Dans ma commune, j'ai une piscine olympique. On est 2 communes à Bruxelles à avoir des piscines olympiques. Il y a 55 écoles, par exemple, qui fréquentent cette piscine et le tarif est le même pour tout le monde. Mais je trouve, moi je suis partisan de la régionalisation ou de l'intercommunalisation
gestion de ces grandes infrastructures sportives que sont les piscines, parce que ça sert vraiment à tous les Bruxellois. On n'y est pas encore, c'est pas encore le cas. On n'y est pas encore, j'en suis un partisan, et de l'harmonisation des tarifs, que le prix soit le même partout. Et comme ça, on pourra mieux gérer l'ensemble Et la des piscines. complémentarité des horaires, justement, au travers d'une régionalisation, tout à fait. Oui, donc là, vous êtes d'accord tous les deux? Complètement, c'est dans notre programme, il n'y a pas de souci. Voilà. Jetons-nous à l'eau. Voilà, parce que j'ai empêché Marianne Susny de conclure le dernier chapitre où elle voulait dire qu'on parle toujours de mobilité, hein, c'est ça, finalement. Jetons-nous à l'eau. Ou dévoutons peut-être la Seine. Oui, la Seine, on va certainement y nager, mais c'est encore plus terrible que le canal. On va y patauger. Non. Alors, je vous propose de passer, eh bien maintenant, c'est l'heure de nos coups de cœur. Et le premier coup de cœur, c'est celui de Julie, qui va nous parler du plastique. Oui. Bon, on parle d'eau qui n'est pas très propre. Malheureusement, on entend de plus en plus parler des microplastiques. On a vu qu'il y avait pas mal d'initiatives qui visaient à limiter les emballages plastiques, les plastiques à tac, etc. Il y a une très bonne nouvelle, c'est que la Commission européenne a annoncé son intention dans une proposition de directive d'interdire ce qu'on appelle les plastiques à usage unique, comme les cotons-tiges en plastique, les couverts, les assiettes en plastique, les pailles en plastique. On voit qu'il y a aussi des initiatives qui sont prises par différentes autorités ici en Belgique. Et donc pour nous, c'est vraiment une très bonne nouvelle. On vient de réaliser une enquête sur les microplastiques. On a testé des aliments, on a retrouvé des microplastiques dans des moules, dans des crevettes et dans du sel. Donc il est vraiment très urgent d'agir. Donc on salue vraiment l'initiative de la Commission européenne et on annoncera début de semaine prochaine une initiative de test achat qui sera soutenue par les 4 ministres de l'Environnement. Donc suivez notre actu. Une bonne nouvelle. Alors Marcel Sel, vous voulez nous convier à une manif dimanche. Oui, j'appelle pas souvent à des manifestations, mais là c'est totalement apolitique et citoyen. Donc c'est la manif des Bleus au cœur. Qui donc veut soutenir les policiers suite à ce qui leur est arrivé à Liège et rappeler qu'on les aime bien quand on a besoin d'eux et qu'on les critique volontiers quand le reste du temps, eh bien voilà, non, ils font partie intégrante de la société, ce sont des travailleurs et il faut les soutenir. Alors on va passer au coup de cœur de Marianne. Là c'est un disque en fait. Oui, c'est un disque d'Angèle Dubois, qui est une violoniste canadienne qui a fait ses études à Montréal, qui fait de la musique classique et qui essaie de populariser au maximum la musique classique. Et ce disque-là est consacré à Einaudi, qui est un compositeur contemporain italien, et elle travaille avec un groupe qui s'appelle La Pietà, qui est un groupe qu'elle a formé dans les années 90, qui est un groupe de 12 femmes qui font des cordes et du piano. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique et et je trouve qu'on a besoin de beauté. Merci et de sérénité. Merci pour ce moment de beauté. Maintenant, Mathieu Ladevez, on compte sur vous pour continuer sur la beauté. Et la sérénité. Oui. Je disais que Bruxelles n'était pas une ville d'eau, par contre c'est une ville verte et il y a des parcs magnifiques, notamment un qui borde Saint-Pierre, qui dépasse peut-être les frontières de Saint-Pierre. Et donc l'année dernière, ils ont lancé une opération qui s'appelle les guinguettes des parcs bruxellois, qui a bien cartonné. Donc il y a la guinguette Gisèle, je pense, et la guinguette Fabiola. Il y a des noms assez rigolos. Pardon, oui. Ouais, il y a 5 il y en a parcs. partout, il y en a partout. Il y a 5 parcs l'année dernière, je crois qu'il y en a encore plus cette année. Oui, ça oui. démarre cet été, donc moi j'invite les gens, le jour où la météo sera un peu plus tolérante, Oui, bien sûr. qu'aujourd'hui, à se promener, découvrir les parcs, parce que c'est toujours très agréable. Voilà. Et moi, je voudrais vous parler de ce livre, Mon coup de cœur. C'est un album d'Albert Lemans. Albert Lemans est un homme qui vit dans les Pyrénées et qui adore dessiner des monstres. Mais ici, il s'est essayé au conte pour enfants avec un vieux berger qui côtoie des ours qu'il traite. Ouais, voilà, c'est un peu particulier. Et ce vieux berger découvre le Val d'Oubli et il va se passer des choses extraordinaires. Je vais quand même vous montrer quelques images à l'intérieur parce que les dessins de cet homme sont superbes. Et ça s'appelle Les Carnets du Val d'Oubli. C'est aux éditions Plume de Carotte. Alors, je vais peut-être demander à nos invités si eux aussi ont quelque chose dont ils veulent nous parler. Arnaud Pinksteren, est-ce que vous avez une idée d'une festivité à suivre ce dimanche, par exemple? Alors ce week-end, il y a beaucoup de choses, mais il y a
je dirais deux choses que je voudrais, en tout cas auxquelles je participerai. C'est d'une part la fête de l'environnement au Paris Cinquantenaire. Il paraît que ça s'appelle le festival. Le festival, oui, mais donc il y a le festival, c'est sur plusieurs jours, mais bon, le dimanche, ça reste pour moi la fête de l'environnement. Voilà, on peut comme ça concilier différentes choses, différentes appellations, mais je crois que c'est vraiment toujours un moment très très sympa et il annonce du beau temps. Et puis il y a aussi la fête du Codenberg, je pense, une fête médiévale qui sera vraiment un moment très très convivial et familial pour les grands et les petits pour revivre Bruxelles d'antan. Alors Benoît Serex, vous allez nous parler à mon avis d'une place. Oui. J'ai bien deviné. Hein. Vous avez bien deviné. Oui. Alors c'est plus local, même si cette place a un impact régional, je pense. Et donc c'est l'inauguration ce samedi après-midi de la place du Mont à Stockel. Tout le monde est le bienvenu à 17h. Et puis après ça, il y aura un son et lumière et puis un bal musette. Et puis tout le week-end, dimanche aussi, un grand petit déjeuner offert aux habitants d'Aulieu et Saint-Pierre, une bourse Panini à l'approche d'échanges Panini à l'approche de la Coupe du Monde, et donc une grande brocante aussi, une braderie, donc c'est vraiment là. Est-ce qu'on pourra voir les matchs de foot sur votre place Oui, bien entendu, les matchs de Diable Rouge seront diffusés sur la place du Mont. Premier match le 18 juin à 17h. Et en fait, c'est la première place inaugurée de l'été, on pourrait dire, parce qu'il y en a d'autres qui doivent être inaugurées dans les semaines à venir, donc c'est la première. On est très fiers. Merci à tous les deux, merci aux experts. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Lundi, je recevrai Mickaël Vossart, député bruxellois et président de Défi Bruxelles. D'ici là, bonne fin de week-end à tous. Il négociera en 2014 à la hauteur de la table.